Donc dans cette première partie, on va se pencher sur l'implantation. Donc ce que j'appelle l'implantation, c'est tous les travaux qu'on fait avant de vraiment commencer la construction à proprement parler. Donc il y a le terrassement, le drainage, les fondations et le hérisson. Bon, on va voir plus en détail chacun de ces mots, le définir et voir à quoi sert chacune de ces étapes. Donc on commence par le terrassement. Donc, ce qu'on appelle terrassement, en fait, c'est tous les mouvements de terre qu'on va faire pour obtenir une terrasse, c'est-à-dire un endroit relativement plat, suffisamment plat et suffisamment stable pour construire sereinement et quelque chose de pérenne, quoi. Alors le terrassement, c'est la partie, on va dire, la plus variable qui va changer le plus en fonction du terrain, en fonction de la taille de la construction, en fonction de, quand je disais en fonction du terrain, c'est en fonction du type de sol et du type de sous-sol. C'est vrai que si on est sur une prairie ancienne qui est plate, stable et relativement régulière, en fait le terrassement il est quasiment nul. Après par exemple si on est sur une pente, sur une colline, là il va falloir attaquer la colline pour faire un plat. Ou alors faire un mur de soutènement et un remblai. Donc quand on fait un remblai, il faut le faire avec des éléments incompressible, pas quelque chose qui va se tasser avec le temps, quoi. Surtout s'il y a la moitié de la maison qui est construite sur de la terre stable et puis l'autre moitié sur du remblai, il risque d'y avoir une différence d'évolution entre les deux. Sur un terrain qui serait vraiment mou, on va peut-être aller plutôt sur des pilotis et une dalle bois. Enfin bon, il faut s'adapter en fait en fonction du terrain sur lequel on est et en fonction du projet et notamment de la taille de la paillote. Donc après le terrassement, on va parler des fondations. En fait, l'idée des fondations, c'est de creuser un peu le sol pour arriver à un endroit où le sol est plus dur, plus stable, plus résistant, et d'y mettre par exemple des pierres ou dans les bâtiments conventionnels, on fait souvent des fondations en béton, voire béton armé. C'est l'idée d'avoir un support pour pouvoir ensuite construire la maison dessus. En fait, ces fondations, elles sont aussi fonction de ce qu'on va poser dessus. On ne fait pas les mêmes fondations pour une yourte ou pour une cathédrale de 50 mètres de haut, quoi. Donc, en fait, selon le poids, la taille, la forme, etc., et selon la nature du terrain aussi, on va avoir besoin de fondations plus ou moins profondes. En fait, moi, mes premières paillotes, je les ai faites même sans fondation, quoi. J'ai juste fait un hérisson, on verra tout à l'heure ce que c'est. Donc, en gros, un tas de cailloux plats sur lequel j'ai posé la maison, en fait. J'ai pas creusé pour faire des fondations, parce que j'étais sur une prairie suffisamment stable pour pas en avoir besoin. Aujourd'hui, avec le recul, je préconise quand même de faire un minimum de fondations, ne serait-ce qu'un fossé rempli de pierres. Donc voilà, en fait, pour les maisons classiques qui sont à la fois lourdes et rigides aussi, c'est-à-dire quand on construit un mur en parpaing ou en béton armé, si on ne le pose pas sur un support stable, si le support est mou, ça risque de s'enfoncer, mais ça peut aussi s'enfoncer plus à un endroit qu'à un autre, et donc ça crée une tension dans un mur qui est complètement rigide, et donc tension et rigidité, ça fait fracture en fait. Donc je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais on voit quand un mur en parpaing il casse, ça va de la cave au grenier, quoi. Ça fait une fissure, ça casse comme du verre en fait. Parce qu'il n'y a aucune souplesse.
Après, sur des maisons type paille-yourte, c'est vraiment différent. Parce qu'avant de casser une botte de paille, il faut vraiment la tordre beaucoup, quoi. Et même les enduits terre qui peuvent donner une impression de rigidité, en fait, s'ils sont suffisamment fibrés avec de la paille, le terre-paille a lui aussi une certaine souplesse, en fait. Donc on peut arriver à des déformations de plusieurs centimètres sans que ça casse, quoi. Et donc on n'a pas les mêmes besoins en fondation, on n'a pas besoin d'une rigidité absolue en sous-sol. Par contre, on va juste essayer de répartir la charge et puis d'atteindre une couche du sol qui est suffisamment stable pour porter notre paille-yourte, quoi. Par exemple, sur un sol forestier, les premières couches d'humus, c'est vraiment très très mou. Donc on peut pas construire même une yourte, on peut pas la construire sur un tas de feuilles mortes, quoi. Donc on enlève un minimum les couches jusqu'à obtenir un sol un peu stable. Et là-dessus, on peut poser quelques pierres sur lesquelles on va construire la maison après. Donc pour la paille-yourte, dans le cas général, on va dire qu'en fait on fait un fossé qui est un peu plus large que le mur. Donc le mur à la base, au niveau du soubassement, il fait entre 30 et 40 cm. Donc on va faire un fossé entre 40 et 50 et plus ou moins profond en fonction de la nature du sol, encore une fois, mais autour de 20, 30, 40 cm aussi de profondeur. Et l'idée, ça va être de remplir ce fossé avec des pierres. Alors le plus simple, c'est de prendre des petites pierres, parce qu'on peut les verser dans le fossé à la brouette. Après, si on a des grosses pierres, on peut aussi les assembler, mais il faut en faire un puzzle stable. Donc ça revient quasiment à faire un mur en pierre sèche dans cette tranchée, quoi. En tout cas, moi, jusqu'ici, je l'ai fait essentiellement avec du gravier. Donc, du gravier 20-40, c'est-à-dire que les pierres font entre 20 et 40 mm, quoi. Alors pour pas que ces pierres se mélangent avec la terre, en général on met un géotextile, c'est-à-dire c'est une feutrine fine, hein, qui est poreuse à l'air, à l'eau, mais qui empêche la terre de se mélanger aux pierres, quoi. Parce que les pierres auraient tendance à s'enfoncer dans la terre, et puis les vers de terre ont tendance à ramener de la terre dans les pierres, et à la fin au bout de quelques années, on se retrouve avec juste de la terre caillouteuse, en fait. C'est moins intéressant. Une autre partie importante dans l'implantation, c'est le drainage. Donc le drainage, en fait, ça va consister à capter l'eau qui viendrait du sous-sol ou qui viendrait de l'extérieur à la surface, enfin les eaux superficielles, les eaux d'écoulement, en fait. Ou bien du ciel directement par la pluie. Et donc toute cette eau qui se retrouve au pied du mur, qu'elle vienne d'en dessous, du côté ou de dessus, on va chercher à la capter pour l'évacuer plus loin de la maison. Parce qu'avoir de l'eau au pied de la maison, ça ramollit la terre et donc ça déstabilise les fondations. Ça risque aussi d'amener de l'humidité qui peut nuire à la pérennité des enduits, etc. Et puis même à créer de l'humidité aussi par infiltration, à créer une atmosphère humide dans la maison, quoi. Donc l'idée du drainage, c'est donc assécher et assainir pour que la construction reste saine, quoi, et stable. Alors comment on réalise ce drainage? En fait, encore une fois, c'est un fossé, cette fois qu'on va faire plutôt en périphérie de la construction. Et dans ce fossé, on va placer encore une fois un géotextile, mais avant de mettre le gravier, cette fois, on va placer un tuyau de drainage. Donc c'est des tuyaux qui sont percés et qui vont collecter l'eau. Donc ce fossé, il est en pente, donc il fait tout le tour de la maison, et il y a un point haut et un point bas, et au niveau du point bas, une collecte et une évacuation, quoi. Au bout d'un moment, on s'est dit que plutôt que de faire deux fossés, on pouvait en faire un seul,
Et donc on a ce concept de fondation drainante, c'est-à-dire que dans le fossé de fondation, au fond de ce fossé, on peut aussi placer un drain, et du coup ce fossé sert à la fois de drain et de fondation. Après, sur un terrain qui serait particulièrement humide ou soumis à des écoulements importants, ce serait plus sûr, plus intéressant d'avoir un drain périphérique. Voilà, parce que le drain capte l'eau et l'évacue, mais il y a un moment où ça concentre l'eau aussi dans le drain, quoi. Et jusqu'à ce qu'elle soit évacuée, il y a de l'eau qui se retrouve à circuler sous le mur. Dans un terrain où il y aurait beaucoup d'eau à circuler, ça pourrait finir par nuire à la maison aussi. Voilà. Donc dans les terrains très humides, on va plutôt faire le drain en périphérie. Pour que l'écoulement se fasse bien dans le drain, il faut qu'il y ait une certaine pente entre le point haut et le point bas. Là. En général, on recommande voilà, entre 1 et 2%, plutôt 1,5 minimum en fait, pour que l'eau ne stagne pas dans ce fossé, mais s'écoule bien vers le point le plus bas et puis vers une évacuation. Et dans l'évacuation, pareil, il faut une pente aussi jusqu'au fossé ou à la mare, etc. Ouais, il va passer vite, Thomas. Je suis en train de mesurer la profondeur du drain. Et avec une pente minimum d'1 cm par mètre. Et du coup, j'avance d'1 mètre et je reprends la mesure. Quand on a posé tout ce cercle en bois de niveau, l'étape suivante, une fois qu'on a fait ce terrassement et les fondations et le drainage. Donc là, il faut gratter. Faut gratter. Ça va être le hérisson. Alors ce qu'on appelle un hérisson, c'est une couche de gravier, un tas de gravier. Donc encore une fois, on va prendre en général du 20-40. Bon, ça peut être du 15-35 aussi. Certaines carrières ne font pas du 20-40, mais du 15-35, ça va aussi. Il ne faut pas que les grains soient plus petits que ça, parce que en fait, plus les graviers sont petits, plus les espaces entre les graviers sont petits aussi. Et l'idée, c'est que ce soit aéré. Et aussi, si les espaces sont trop petits, on risque d'avoir des remontées capillaires, comme il y a dans du sable en fait, quoi. Si on met un tas de sable les pieds dans l'eau, l'eau remonte dans ce tas de sable, quoi. Alors que dans un tas de gravier, si les graviers sont suffisamment grands, l'eau ne peut pas remonter dans le gravier, quoi. Les espaces interstitiels sont trop importants. Et donc on va choisir du gravier suffisamment gros et suffisamment propre pour qu'il n'y ait pas de remontée capillaire. Et là encore, pour qu'il reste propre, avant de mettre la pierre par terre, on va mettre un géotextile sur toute la surface de la construction, et même un peu plus grand. On fait le hérisson un peu plus grand que la maison, 20, 30 ou 40 cm de plus. Ça dépend un peu de l'épaisseur. Plus il est épais, plus il faut qu'il dépasse aussi. Bon, en général, on fait une vingtaine de centimètres d'épaisseur, et du coup, il peut dépasser de 30 ou 40 des murs. Donc ce hérisson, voilà, ça va être un tas de cailloux sur le géotextile. Mais pour qu'il soit vraiment bien ventilé, on va aussi inclure, avant de verser le gravier sur le géotextile, on va inclure encore un drain agricole, toujours de diamètre 100 comme pour le drainage. Et ce drain agricole va serpenter sous le plancher ou sous la dalle en fait, dans le hérisson. Donc on le met contre le géotextile et on le fixe bien pour pouvoir verser le gravier dessus. Il ne faut pas que le gravier se glisse sous le tuyau. Soit on le tient au fur et à mesure qu'on verse, soit on le fixe solidement. Ce drain qui sert à la ventilation, il faut qu'il y ait une entrée et une sortie d'air. Donc en général, on fait l'entrée d'air face au vent dominant et puis la sortie à l'opposé, de l'autre côté. Et puis l'entrée, on la fait basse, en fait, à hauteur du hérisson. Alors que la sortie, on va essayer de la relever. Souvent, on peut même faire une petite cheminée le long du mur, un petit tuyau quoi, qui sort éventuellement à 1 mètre du sol. Cette cheminée elle va créer un tirage en fait. Et ça fait que même quand les vents dominants sont au repos, enfin les jours où il n'y a pas de vent, il va quand même y avoir, par le fait de cette cheminée, un tirage et donc une circulation d'air permanente dans le tuyau.
qui va capter aussi l'humidité sous forme gazeuse, c'est-à-dire la vapeur d'eau qui se dégage de la terre et qui pourrait s'accumuler sous le sol de la maison, que ce soit un plancher ou une dalle. Alors pourquoi ça s'appelle un hérisson? En fait, un vrai hérisson, ça se fait avec des grosses pierres, puis des moyennes pierres, puis des petites pierres, puis du gravier. Et donc jusqu'à ce qu'on ait mis le gravier qui finit par lisser un petit peu le tout, c'est vrai que c'est plutôt hérissé en fait, quoi. C'est des gros rochers dans lesquels on met des petits, des moyens, des petits, etc. Et en fait, même le gravier, il est hérissé aussi, mais c'est juste hérissé à une autre échelle. À l'échelle de notre pied, c'est droit, mais pour une fourmi, c'est clairement hérissé. Donc pour réaliser le hérisson facilement, en général, moi j'utilise des planches, un coffrage qui délimite le tour extérieur du hérisson. Et en fait, toutes ces planches, elles sont mises de niveau avec un repère qu'on met dès le début au centre, qui correspond à la hauteur du hérisson qu'on souhaite, quoi. Avec une règle, un niveau, on va mettre toutes les planches à la même hauteur, et après elles vont servir en fait de repère et même d'appui pour régler le hérisson, c'est-à-dire qu'on va utiliser une règle de maçon, et un peu comme on tire une dalle en béton, on va utiliser cette règle pour tirer le hérisson, pour niveler mettre tous les graviers à la même hauteur, pour avoir un hérisson bien plan. Voilà, mais l'objectif c'est que c'est toujours en gros plus haut que ma règle, pour que quand je tire, donc je vais tirer en faisant comme ça, si c'est comme ça marche pas, donc en glissant comme ça au fur et à mesure, et là où il y a des trous, ça va se remplir et ça va passer en dessous et ça va se mettre de niveau, et là où il y en a trop, ça va venir, ça va l'emmener. Voilà, en m'appuyant toujours du coup sur la planche au bord et sur la plateforme ou les piquets au milieu. Voilà, donc il faut que j'ai toujours en gros j'ai toujours en gros ça sur tout le long de ma règle. Donc là, votre but c'est de remplir les trous et de m'amener toujours un peu de dôme tout le long de la règle. Alors il va se tasser un petit peu parce que les graviers vont prendre leur place, et puis par leur poids ils vont aussi écraser un peu la terre. Mais en général ce tassement est régulier, et donc on obtient une surface un poil plus bas mais régulière, quoi. Et en tout cas suffisamment régulière pour l'étape suivante, qui est la construction du mur. Voilà.